mais qui introduit là? Non, dame, on t'écoute. Ok, bah salut. Moi, je m'appelle Erin, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de coaching en prise de parole qui s'appelle Coumoir Oratoire et une entreprise de mentorat qui porte mon nom. Donc, je vous laisse vous présenter aussi. Vassi, Bonjour, Bonjour, je m'appelle Vassi, je suis développeur web en freelance et également je suis le créateur du média Asgaz, qui est un média qui parle de la culture afro dans plusieurs aspects. C'est moi le dernier, je t'écoute d'abord. Bon, moi, je m'appelle Pierre, je suis étudiant en neurosciences à l'École normale supérieure et je suis coach en business et mindset et j'essaie en fait d'utiliser le cerveau pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Moi, c'est Maestro Magosa, je présente plus, hein, mais bon, je vais faire un très bref. Militant activiste panafricain. Je travaille aussi avec la jeunesse pour des cours de KCA Afroculture, Histoire des Noirs. Et en parallèle aussi, je coach des gosses pour le taekwondo et différents types d'arts martiaux. Et je suis aussi entrepreneur au niveau de l'Afrique. On a lancé un projet dans l'agriculture, un projet sur les services financiers. Après les autres casquettes, le CV il est trop long, on va s'arrêter. Ok. Aujourd'hui, on peut avoir des idées reçues sur le consommé noir. Après, selon moi, c'est une nécessité car l'essor économique permet à une communauté de prospérer. On doit mettre en place des mécanismes. Je sais moi, je parle souvent de l'expérience client. Chez les afros, c'est toujours, oui, c'est pas très qualitatif. Mais est-ce qu'on a la même indulgence quand on va chez les non-noirs? Non. Après, je pense que c'est aussi une question d'éducation et de discipline. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, j'avais un frère qui s'appelait Nono, qui vendait des livres et des t-shirts à Châtelet-Léal, Soul Brothers, qui a fermé parce qu'il n'y avait pas assez de noirs qui allaient là-bas. Quand j'allais, il me disait, le t-shirt est à 100 balles, je paye 100 balles. Parce que je me dis, si je paye 100 balles chez ce frère-là, et qu'il a ma mentalité, ma façon de voir la communauté noire, on va tous prospérer. C'est pour ça qu'il faut pas trouver d'excuses. Oui, c'est pas bon, c'est vrai. On commence petit à petit, mais on va essayer de se perfectionner. Et moi, je parle souvent du retour sur la personne qui te propose le service. Quand c'est pas bon, je lui dis, j'ai pas apprécié ça, est-ce que tu peux changer? S'il change pas, là, on adopte d'autres stratégies. Mais il faut vraiment s'éduquer pour pouvoir consommer noir, parce que aujourd'hui, si on se dit l'expérience de l'argent dans la communauté, en fait, est-ce qu'il y a eu de l'abondance dans la famille? Est-ce qu'il y a eu du manque? Si ça aussi, il faut aborder ça. Mais après, je pars du principe que dans le circuit économique, quand un noir prend un salaire, ça sort de suite chez les non-noirs. Alors que dans les autres communautés, ça peut tourner 10 à 11 fois avant de sortir. Donc, il faut vraiment s'éduquer et essayer de se dire que si on consomme tout chez nos frères, c'est la communauté qui prospère, et si on pense pareil, on peut aller très loin. Ok, bah moi j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. En fait, je trouve que c'est un peu facile parfois de dire que parfois les business sont pas qualitatifs ou parfois ci et ça et trouver plein d'excuses. Mais moi j'ai une question, c'est est-ce que les business de la communauté communiquent bien? Parce que en fait, il y a des business qui existent, mais factuellement, moi ce que j'observe, c'est qu'il y en a beaucoup qui maîtrisent pas la communication digitale. Il y en a beaucoup qui maîtrisent pas leur marketing ou quoi que ce soit. C'est bien d'avoir un produit, c'est bien de vendre quelque chose qui est top, mais au bout d'un moment, si tu sais pas te vendre et que tu sais pas te rendre visible, si t'as pas les stratégies, parce que avoir un business, c'est mettre en place des stratégies, bah pour moi, c'est aussi difficile de te rendre visible. Tu vois, il y a plein de secteurs dans lesquels je n'ai pas de référence de marque afro. Et pourtant, moi, je veux consommer noir. Et j'ai aucun souci avec ça, mais je suis désolée, il y a des secteurs d'activité où franchement, je connais pas une personne noire qui domine. Donc il y a aussi un problème de visibilité, mais pas forcément de visibilité au niveau des consommateurs, mais plutôt au niveau des entrepreneurs. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour rendre ton business visible? C'est vrai, après, il y a du bouche à oreille. On va écouter un peu l'avis du frère. Ouais, ben, je suis d'accord avec vous. Parce que aussi, le souci, c'est que des fois, j'ai remarqué dans le black business, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on va sur le site Afrécréa, je vois, il y a que du wax. Et admettons une personne qui veut un pantalon ou un jean, lui veut un jean tout court, comme un jean diesel, pardon. Mais, le souci, c'est qu'il y a du wax. Et donc, des fois, ça lui donne pas envie d'aller consommer, il préfère aller chez Zara ou H&M. Tout à fait. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Et pour aller dans votre sens, je dirais que quand on parle de black business, faut se dire de quoi on parle. Parce que si on dit les noirs ne consomment pas noir, c'est faux. Parce que si on prend le divertissement, les chanteurs Fally, etc., qui va consommer? C'est les gens de la diaspora ou les gens noirs.
Mais par contre, si on prend d'autres secteurs comme par exemple les médias, là peut-être effectivement il y a une bataille de visibilité, donc peut-être ils font pas le poids en termes de visibilité par rapport à des mastodontes dans les médias. Donc peut-être si on veut améliorer cette consommation au sein de la communauté, faut avoir une stratégie et une visibilité sur dans quel secteur on est déjà bon et dans quel secteur il y a des manquements de visibilité pour justement avoir des références et se dire tiens, si je veux soutenir la communauté dans tel secteur, il y a tel leader où je peux consommer. Après, c'est vrai, tout ce que vous dites est vrai, mais aujourd'hui, consommer noir, c'est politique. Oui, c'est politique. C'est pour ça que je dis il faut s'autodiscipliner. Moi, je prends l'exemple. J'habite à Boulogne, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de commerce noir à Boulogne? Non, mais je peux aller jusqu'à Château-Rouge. Pourquoi? Si je crée des routines. Je me dis, si je veux consommer noir, je dois faire un effort supplémentaire pour me déplacer. Et ça, c'est l'autodiscipline. Je me dis, avant d'aller chez un non-noir, je regarde dans mon environnement où sont les noirs. C'est à moi de faire le travail. Mais ensuite, on doit aussi intégrer le fait qu'on ne devient pas entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Il faut se former, il faut apprendre les techniques, le service client, il faut apprendre à gérer sa communication, mettre en place des stratégies. On a un problème Aujourd'hui, c'est la hype un peu d'être entrepreneur. Ouais. C'est ce que je reproche. Je me dis aujourd'hui, ceux qui ont réussi, ceux qui arrivent à mettre des business qui sont solides, c'est des personnes qui ont pris du temps, qui ont échoué, qui sont revenus. Mais on doit aussi parler de ce qui se fait de mieux dans la communauté. Moi, j'ai l'exemple concret d'une sœur qui a créé 3 restaurants. Et ces restaurants, c'est pas n'importe où. Elle a un restaurant à Courcelles, qui s'appelle Aphrodisiaque. Elle a un autre restaurant dans le 12e. Elle a un autre restaurant dans le 91. Elle a réussi à se dire, je veux de la qualité, je propose de la qualité. Mais on revient souvent pas sur ça. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on parle toujours du négatif. Il y a des frères et sœurs qui font des concepts ou des business qui sont totalement parfaits. Mais au moindre pépin, on va pas hésiter à les incendier sur les réseaux sociaux. Ça, je déplore. C'est pour ça qu'on doit apprendre à se dire, moi, il y a un restaurant qui s'appelle le Nen Food. C'est dans le 17e. Quand je vais là-bas, ça se passe toujours bien parce qu'il écoute ce qu'on dit. En fait, les feedbacks, il les écoute et il corrige. Aujourd'hui, on doit se dire qu'on doit être indulgent. Parce que nos frères n'ont pas les mêmes capacités financières, ils n'ont pas le même réseau que les gros groupes. Mais soyons aussi dans le feedback positif. Quand c'est bien, ça se passe bien, faut le dire. Mais souvent, ce que je déplore aussi, c'est qu'on reste toujours sur le négatif. Après, ça, c'est humain. Ouais. Après, tu vois, moi, je pense que aussi, il y a un problème de formation au sens large. Je m'explique. Pour moi, être un entrepreneur et avoir une entreprise, c'est savoir maîtriser 2 compétences. La compétence de son business et la compétence de pouvoir être en capacité de gérer une entreprise. Et souvent, les gens maîtrisent leur business, mais pas le côté entreprise ou l'inverse. Donc déjà, pour moi, ça, je trouve que la communauté investit pas assez dans la formation. Aujourd'hui, quand tu vois les mastodontes, comme on dit, c'est des gens qui sont hyper formés, hyper calés et qui continuent perpétuellement de se développer. Mais après, l'entrepreneur, il y a ses employés. Et souvent aussi, dans le service client, t'as abordé la question, il y a ce problème-là de, les employés sont pas assez qualifiés. Donc, même si l'entrepreneur en haut, la tête, elle fait un business hyper carré, etc. Si tu rentres dans la boutique de la personne et que t'as des salariés qui te traitent pas comme il faut, qui sont sur leur téléphone, qui font ci et ça te donne pas envie. Mais après ça, je te dirais, c'est même pas propre qu'à la communauté noire, hein. C'est une question générale. Mais comme on est sur la question des black business, c'est pour ça que je l'aborde. Mais c'est parce que aussi, c'est un constat et c'est quelque chose qui revient. Tout à fait. Et justement, pour aller dans ton sens, c'est que dans le business, il y a 2 parties. C'est-à-dire, il y a l'offre et la demande. Donc, ceux qui offrent les services, les entrepreneurs, faut qu'ils se forment, mais aussi faut qu'ils acceptent de s'unir. Parce que souvent, si je prends Château-Rouge, il y a beaucoup de boutiques qui font la même chose, mais peut-être que s'ils se regroupaient, ça pourrait faire des grosses chaînes comme Carrefour, etc. Et du coup, les concurrencer. Parce que finalement, plus on est gros, plus on assemble nos forces, et plus on peut combattre les autres. Et pour les consommateurs, c'est aussi faire l'effort justement de, comme il disait, de se dire je suis prêt à faire plus de kilomètres pour aller acheter mon produit parce que je sais que mon argent, en fait, c'est un pouvoir. Si j'achète chez l'autre, je donne plus de force pour justement investir dans une formation ou dans la visibilité. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que aussi il y avait un moment, il y avait un ami à moi, il m'a dit qu'il était parti, je crois que c'était à Barbès, il est parti en arabe, il voulait payer quelque chose, mais lui, il l'avait pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit, le vendeur? Il a dit, tu sais quoi, moi, j'ai pas ça. Mais va juste à côté, lui, je pense qu'il a ça. Et nous, des fois, nous, c'est, non, moi, j'ai pas ça, et puis au revoir. Ouais. C'est mieux que tu dises, ouais, voilà, j'ai pas ce pagne, mais va voir le magasin qui est juste en face. Et puis voilà, c'est comme ça, on doit se faire. C'est vraiment un échange de force. Après, au niveau de la synergie, l'échange de force, en fait, ce qu'elle dit est vrai. Il faut se former pour permettre de prospérer. Ouais.
Mais la question de l'unité repose souvent sur des anciens traumas qui est lié à notre histoire. Le manque de confiance, l'ego. La réalité aujourd'hui, c'est se dire, par exemple, si je connais un frère qui est peut-être à 2 kilomètres là-bas, tu pourras les trouver. Mais ça, on revient souvent sur le fait qu'on n'a pas appris. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses de pas avoir appris. Il faut se donner les moyens. Moi, je pars du principe que quand je connais pas, je demande à celui qui connaît. Mais aujourd'hui, on se dit, si je demande, ça te rabaisse. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des modèles. Moi, je prends toujours l'exemple de Châteaurouge. Pour les Congolais, on l'a perdu, Châteaurouge. Et c'est pareil à Matungé en Belgique, on l'a perdu. Nos business sont détenus par les autres parce qu'ils ont compris qu'on était des consommateurs et que s'ils récupèrent, ils auront des potentiels clients. Aujourd'hui, l'objectif avec le consommé noir, c'est de devenir des producteurs consommateurs. Parce que si on est producteur consommateur, forcément on est plus fort. Aujourd'hui, on fait que consommer chez les autres et souvent on va pas chez nos frères. Et même quand on nous manque de respect avec la polémique, le singe le plus cool de la jungle, il y a encore des frères et sœurs qui vont encore dans ces magasins-là. Le boycott est nécessaire. Moi, je prends toujours l'exemple de combien de restaurants africains et combien de Grecs en France. Et qui consomment dans les restaurants, dans les Grecs, c'est les Noirs. La réalité aujourd'hui, c'est que si tu proposes à un Noir je vais grossir le trait, hein, c'est un peu caricatural. Si on propose, dans un groupe de Noirs, on va manger, ils vont te dire, je préfère aller manger dans un Grec, mais pas dans un restaurant africain. Parce que le plat africain, je le fais à la maison. Tout ça aussi, faut briser tous ces tabous-là et se dire aujourd'hui, aller consommer ou acheter chez un frère ou une sœur, c'est permettre à la communauté de prospérer. Moi, je prends l'exemple pour ceux qui n'ont pas d'imaginaire. Je prends l'exemple de la Black Wall Street, tout ça. C'était des Noirs qui avaient des banques, des cinémas, qui avaient bâti une communauté forte. Aujourd'hui, on peut le faire parce que nous avons toutes les compétences dans cette communauté. Cette communauté, elle est brillante. Mais pourquoi on n'arrive pas? C'est parce qu'on a des traumatismes internes à chacun. Aujourd'hui, il y a des Noirs qui ont des pensées limitantes. Je ne peux pas le faire. Moi, je pars du principe que si je veux faire, c'est vouloir et pouvoir, et ensuite on se met en action. Ceux qui sortent de leur zone de confort réalisent des grandes choses. La réalité aujourd'hui, c'est que quand j'habite à Boulogne, pour aller à Châteauroux, ça m'énerve un peu, je me dis c'est un peu une traite. Mais si je me dis que si je vais acheter la chikwang que je souhaite à Châteaurouge, j'aurai la chikwang de qualité. J'ai fait une expérience à Châteauroux, c'est que j'allais dans chaque magasin, en fonction du service client, je revenais ou je revenais pas. Avant de partir, je disais, si tu me reçois pas de telle façon, le monsieur qui est en face, ça m'énerve d'aller là-bas, mais je vais devoir aller là-bas. Mais en fait, c'est pour leur faire comprendre qu'il y a aussi une prise de conscience qui doivent changer. Mais aussi, je pars du principe que ces sœurs et frères qui montent ces business-là, ils le font souvent par mimétisme. Elles créent un business, je vais créer pareil parce que je pense que c'est facile. Et ici, il faut arrêter aussi avec le mythe de la réussite dans la communauté noire. Quand je réussis, je dois pouvoir retracer mon parcours pour inspirer les plus jeunes ou ceux qui débutent. Aujourd'hui, on dit toujours, lui, il a réussi, c'est du mistigris. Il n'y a pas de mistigris, des fois, c'est le travail. Je prends l'exemple de Fally Ipupa. Aujourd'hui, ce qu'il est devenu là, c'est parce qu'il a travaillé. Et d'autres personnes vont tout rajouter, oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Aujourd'hui, en fait, pouvoir retracer ton parcours permettra aux plus jeunes de se dire, ce grand frère ou cette grande sœur a commencé comme ça, c'était difficile, elle a échoué, mais elle a mis en place de la formation, de la montée en compétences, la transmission au personnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des restaurants, quand tu rentres, le personnel te donne pas envie de revenir. Moi, je pars du principe que il y a un bar afro sur Châtelet où je vais souvent, ben, quand j'arrive là-bas, ils m'accueillent très bien. Parce que ils s'efforcent de comprendre ton besoin et ils apportent les solutions. Après, je suis aussi dans un autre bar non noir, mais bon. Là-bas aussi, je suis bien accueilli, mais l'objectif, c'est aller chez nos frères et sœurs. Je dirais que aucune comparaison n'est parfaite, c'est-à-dire que effectivement, on peut pas copier le modèle noir américain, mais on peut s'inspirer des choses qu'on peut appliquer en France, c'est-à-dire le fait d'avoir cette conscience de se dire que mon argent, c'est un pouvoir pour aider l'autre, se dire qu'aussi que je suis un ambassadeur, c'est-à-dire l'exemple du grec. J'ai des amis dans ma classe, pourquoi je vais avoir honte de dire j'ai mangé du tchèp ou du chikwang, alors que les autres ils vont dire bah j'ai mangé du poulet tikka, j'ai mangé du grec. Donc en fait, il faut dire qu'on est des ambassadeurs. Si nous on parle de notre culture, de notre alimentation, ça va en fait rentrer dans les croyances des autres. Donc eux ils vont vouloir acheter chez nos frères et donc ça va leur donner plus de force. Donc je pense de ce côté-là, les Noirs américains, ils ont montré la force de l'image et la force de montrer aussi son style et de l'imposer aux autres. Après, comme il disait, il y a des réalités qui font qu'on n'a pas forcément les mêmes langues, pas forcément les mêmes coutumes. Mais il y a des points communs qu'on peut utiliser pour nous-mêmes. C'est entièrement ça, parce que ici on a beaucoup de cultures. On a la culture congolaise, ivoirienne, malienne, mais on arrive quand même à s'entendre en fait, parce que quand on se regarde, on se dit voilà, tiens, il y a un frère noir, je sais pas qu'est-ce qu'il vend, je vais aller voir, et je vois que tu vends des bananes plantains, tu vends de la tchéké, tu vends des choses qui viennent de mon pays.
Et ça, limite, je veux pas regarder d'où tu viens. Je vois que ce que je veux, ben t'as ça en fait. Donc je préfère les consommer chez toi. Et justement, même à Château-Rouge, si on remarque bien, ben, la plupart c'est tenu par soit des Indiens, soit des Chinois. Et ça, c'est pas normal, ça. Tout à fait. Mais pour moi, à la base de tout ça, c'est une question de mindset. Genre vraiment, je pense que pour moi, tout découle de l'état d'esprit. Que ce soit au niveau de chez qui nous on va consommer, mais aussi comment nous on va traiter notre affaire et notre activité. Et je pense que tant qu'on n'aura pas fait cet état d'esprit, ce travail-là de développer notre état d'esprit et de nous dire que bah voilà, on peut consommer dans la communauté, on peut avoir des business de qualité parce qu'on est capable, parce qu'on est illimité et parce qu'il y a rien qui nous empêche. Moi, je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que qui veut peut. Et comme tu le parlais, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup ce problème de pensée limitante, de se dire que un business de la communauté ne peut pas être comme ça, un business de la communauté c'est toujours mauvais, etc. Mais si on se développe pas et qu'on pense pas que nous on peut atteindre l'excellence, si on pense pas qu'on peut vraiment créer le black excellence français, francophone, etc. Bah on va toujours rester dans cette forme de médiocrité-là, sans avancer. Donc pour moi, le travail, avant même de parler de chez qui je consomme, chez quoi je fais quoi, c'est dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Comment tu conçois ta communauté? Comment tu conçois ton pouvoir financier et comment tu l'appliques dans la vie réelle? C'est vrai, mais après, au niveau de la comparaison, quand je parle souvent de Tulsa ou de la Black Wall Street, c'est pour l'imaginaire. Parce que l'imaginaire collectif des Noirs de France n'a pas de modèle ou de réalité qui peut pouvoir inspirer. C'est vraiment l'inspiration. Après, au niveau des réalités, les États-Unis et la France, c'est pas pareil. Mais après, on a un point commun. Le point commun, c'est nos injustices et le retard social qu'on peut avoir dans les sociétés à dominance caucasienne. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit essayer de se dire quelles sont les perspectives d'avenir. Aujourd'hui, on n'est que des consommateurs, alors qu'on peut faire consommateur-producteur. Et les autres le savent. Le jour où on devient des consommateurs et producteurs, on devient forcément fort. Et la force est redoutée, ils essayeront toujours de diviser. Moi, j'ai un ami qui me dit, tu lances un business, tes frères et sœurs n'adhèrent pas, je me mets en prête-nom, ils vont venir. C'est parce qu'ils nous ont étudiés, ils nous ont observés. Moi, je pars simplement du principe que si on te manque de respect à gauche, si on lance un boycott de tous les magasins qui nous manquent de respect, et on choisit 5-6 frères, on les met en référence, bah, ils vont vouloir faire des améliorations pour essayer de nous récupérer à nouveau. Mais la réalité, c'est on doit se dire, j'ai confiance en mon frère et à ma sœur et je donne de l'argent. Quand j'avais mon frère donc mon grand frère qui avait sa boutique à Châtelet, des fois j'allais avec plusieurs jeunes, je leur disais en fait, ici tu peux avoir de la connaissance et acheter. Ils me disaient, souvent je vois des jeunes qui se posent devant le KFC de Châtelet, des Noirs, qui préfèrent aller consommer chez Zara, chez H&M, alors que je peux vendre les mêmes t-shirts dans ma boutique. Mais ils vont me dire c'est plus cher. Mais c'est plus cher pourquoi? Est-ce que vous connaissez le coût de revient, comment il fait pour avoir les produits? Est-ce qu'il a les mêmes chaînes de distribution que Zara et H&M? C'est pas pareil. Mais tu trouves pas qu'il y a un problème à ce niveau-là dans la communauté d'avoir des business majoritairement assez onéreux? Parce que finalement, on n'a pas de mastodonte du pas cher. Et sauf que toi-même, tu le dis, il y a cette problématique sociale-là où on n'a pas les moyens. Donc, parfois... Tu vois, non, je te titille un peu, mais parfois... Mais regarde, le problème de c'est trop cher, c'est un jugement. Pourquoi? Je ne connais pas ta poche. Je prends l'exemple j'ai travaillé aussi dans la télécom plutôt, et il y avait la vente de certains produits. Quand j'ai un client au téléphone, qu'il soit étudiant, cadre, peu importe sa profession, si ça coûte 45 balles, je dois être très à l'aise pour lui annoncer le prix, parce que si je veux pas en me disant, c'est un étudiant, il peut pas payer ça, c'est un jugement. Donc, on ne peut pas avoir de jugement. Moi, je me dis toujours, s'il met ce tarif-là, il sait pourquoi il a mis. Mais moi, je te parle à la place du client. Mais le client doit s'éduquer. Si tu vas, moi, je prends l'exemple de, quand on achète un t-shirt chez Zara, 39,99 €, c'est carrément 40 €. Mais tu vas payer. Et tu vas pas négocier. Pourquoi tu négocies pas chez Zara, tu négocies chez ton frère? C'est un manque de respect du travail de ton frère et sœur. De ton frère ou de ta sœur. Je prends un exemple très simple. J'ai un ami qui m'a dit, partage mon projet sur ta story. J'ai dit, en fait, si tu veux que je partage, fais-moi une affiche. Comme ça, on a un visuel. Et ensuite, je rajouterai peut-être quelques petits messages et ça passe. Il m'a dit, je t'envoie une photo et tout ça. Il a dit, je sais pas faire. Je lui ai dit, OK. Tu sais pas faire d'affiche. Moi, je peux le faire, mais j'ai pas le temps. Mais j'ai un petit qui peut te faire une superbe affiche et ça va coûter 40 balles. Il m'a dit, il peut le faire gratuit. C'est un manque de respect du travail. Mais si je lui dis, j'ai un petit qui s'appelle Robert Demiché, qui fait ça sur Instagram, il a un gros visuel, gros compte, qui va te le faire à 50 balles ou 100 balles,
il sera prêt à le mettre. C'est parce qu'on a un blocage psychologique du travail du frère ou de la sœur. Ça, on doit travailler sur ça. Et c'est pour ça que hier, je lui ai dit ça, j'ai dit, bah, laisse tomber, je vais pas partager. On doit travailler sur les billets, en fait. Et pour rebondir sur ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que parfois dans certains magasins, par exemple Zara, etc., il y a un prix, il est affiché, et dans d'autres, parfois, en fait, il n'y a pas vraiment de prix, et du coup, on doit demander le prix, et ça laisse place, en fait, à la négociation. Tandis que peut-être si on avait vraiment tout le temps les prix affichés, et que vraiment, à chaque fois, c'est le prix qui est affiché, c'est le prix auquel je dois acheter ou non, bah, peut-être que déjà, les gens, ça va les éduquer à se dire que chez les Noirs aussi, on n'est pas là pour négocier. Il a fixé un prix parce qu'il estime que par rapport à ses coûts, c'est ça le prix. Et du coup, je l'achète et j'ai pas cherché à négocier ou à rabaisser le prix vers le bas. Enfin, très rapidement, je dirais, dans un marché de CPP, concurrence pure et parfaite, prix égal coût moyen. Donc, si on a ça et qu'on l'intègre, on n'a pas besoin de juger le prix. Pitchastock est une banque d'images spécialisée en contenu afrocentré pour tout besoin de communication et marketing. Si vous avez besoin de photos, de vidéos afrocentrées, n'hésitez pas et rendez-vous sur pitchastock.com. Du coup, sur le post de BIE, moi, j'ai posé une question. Il y a beaucoup de gens qui reprochent aux médias de pas mettre du contenu assez intellectuel. Tu vois, quand on commence à mettre du divertissement, de l'entertainment, etc., les gens sont là et disent « Oui, mais c'est pas assez profond, c'est pas assez de trucs. » Mais pourtant, quand on met du contenu intellectuel et lorsqu'on met du contenu profond, il y a plus personne. Alors moi, je me demande, c'est de l'hypocrisie ou c'est être matrixé, en fait, que de fonctionner ainsi? Après, le cerveau a deux zones, la pensée et l'émotion. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a plus tendance à laisser la partie émotionnelle du cerveau prendre le relais. Moi, j'ai du mal avec le divertissement, même si j'ai cet arbitrage dans ma vie, le travail-loisir. J'octroie un certain moment au loisir, mais la plupart du temps, mon cerveau il fonctionne dans la réflexion, dans la pensée. Aujourd'hui, on doit se dire, est-ce qu'on doit mettre notre cerveau sur la partie pensée? C'est difficile. Donc, on doit maintenant s'autodiscipliner pour se dire, OK, dans 24 heures, je vais faire quoi? 2-3 heures de loisirs. Aujourd'hui, on a des téléphones qui te retracent ton activité de la journée. Et des fois, ça fait peur parce que tu te dis, ah ouais, j'ai passé plus de temps là-bas qu'à faire autre chose. En fait, on doit avoir de la créativité. La créativité nécessite de la concentration. Aujourd'hui, est-ce que je parle du principe, là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais je me suis dit, je vais mettre des vidéos de 7 minutes. Pourquoi? Parce que au-delà de 7, ils vont peut-être pas vraiment adhérer. C'est parce qu'en fait, on n'a pas vraiment ce côté, on doit se dire, je dois faire fonctionner mon cerveau que du côté de la pensée. Et ça nécessite beaucoup de concentration. Aujourd'hui, je trouve que certains ont du mal avec ça. C'est pour ça qu'ils auront tendance, inconsciemment, à aller vers des contenus divertissants parce que ça les oblige pas à réfléchir. Maintenant, c'est à nous maintenant, si tu veux les capter dans des contenus un peu dits intellectuels, c'est à toi de proposer un peu de divertissement dedans, mais de garder. Mais tout le monde n'est pas même à le faire. C'est pour ça qu'on a du mal. Moi, je parle de moi. Sur un reel, je peux le faire. Mais dans un live, j'aurais vraiment pas cette appétence. Maintenant, j'essaie d'introduire ça. Mais c'est parce que j'ai envie de vraiment de fédérer le maximum de personnes. Je me dis, par le divertissement, j'ai réussi à les ramener sur de l'intellect. Mais c'est pas facile. Et pour rebondir dessus, je vais prendre ma casquette d'étudiant en neurosciences, c'est que, en fait, le cerveau, il fonctionne comme un muscle. Donc, en gros, par exemple, comme il disait, si notre cerveau, côté divertissement, en fait, le cerveau, il cherche le plaisir instantané. Donc, du coup, si à chaque fois qu'on a un besoin, on va avoir le divertissement, de plus en plus, le cerveau, il se muscle sur le côté divertissement. Donc, ça fait que même si la personne, elle veut prendre autre chose, son cerveau, il va la pousser vers le divertissement. Donc, du coup, si on a conscience de ça, il faut se dire, maintenant, je veux changer. Quelle stratégie je peux mettre en place pour muscler autre chose? Quand on fait de la musculation, on sait qu'il y a des exercices pour muscler les biceps, pour les jambes. C'est pareil pour le cerveau. Donc, si je veux muscler la partie intellect, donc, il faut que je vois quelle stratégie je peux mettre en place. Donc, comme il disait, il y a des applications qui permettent de retracer le temps qu'on passe dans le divertissement. Donc, du coup, il y a des applications qui bloquent en disant, au bout de 2 heures, telle page, ça va se couper, telle page internet, ça va se couper. Donc, vraiment, si on veut changer, donc le mindset, j'ai conscience de mes faiblesses, je sais comment mon cerveau il fonctionne. Donc, quelle stratégie je mets en place? Donc, comme tu le disais dans tes stories, si je sais qu'Instagram, j'y passe beaucoup de temps, qui est dans mon Instagram? Du coup, je vais prendre des gens qui, par exemple, des médias qui parlent de la culture noire, qui parlent de trucs qui vont me servir, et j'ai bloqué les pages qui vont me divertir.
Parce que si tu mets des tentations, ton cerveau, il va tomber dessus. Donc voilà, essaie de mettre en place des stratégies. Et comme je dis, la connaissance commence par la connaissance de soi. Donc connais tes limites, connais tes faiblesses et mets des stratégies en place. C'est entièrement ça. En plus, en tant que créateur de contenu, quand tu mets un post qui fait vraiment réveiller les consciences, par exemple, tu parles de littérature, tu parles d'éducation, il y a très peu de likes. Mais dès que tu mets une femme en bikini, tout ça, une vidéo, là, franchement, les commentaires, tu vois, tu te dis, mais vous êtes pas sérieux, il y a 2 heures, je vous ai mis un post, franchement, qui va vous aider à avancer dans la vie. Vous êtes là, vous calculez pas, mais dès que je mets une femme en bikini, tout ça, oh, elle est trop belle, oh, la femme, non, je dis, mais attendez. C'est là, tu dis, il y a vraiment un problème. Et même quand tu fais des jeux concours, par exemple, il y avait un moment, j'avais fait des jeux concours sur des comics, dont le personnage, il était noir. Je vois, il y avait très peu de personnes. Après, quand j'ai commencé à faire un jeu concours, notamment avec une pote à moi qui est dans la cosmétique, ah là, franchement, c'était... Et là, tu dis, franchement, il y a du travail à faire dans la communauté. Mais après, moi, personnellement, j'ai envie de dire que c'est pas les médias que j'attends pour me cultiver. Donc, je trouve que c'est très hypocrite, en fait, que de venir sur un média et venir dire, oui, mettez du contenu intellectuel. Au bout d'un moment, si tu veux t'intellectualiser, si tu veux t'enrichir, ben, tu vas chercher la connaissance. Tu vois, moi, j'ai un slogan pour les personnes qui me suivent, c'est que Google, c'est pas pour les chiens. Tu vois? Non, mais sérieusement, parce que les gens, j'ai l'impression que plus il y a d'informations disponibles, et moins ils vont chercher, en fait. Et donc après, ils s'attendent à ce que tout tombe comme ça, en un claquement de doigts. Ouais, je suis sur le compte de BIE, il n'y a pas de contenu intellectuel, ça va pas. Demain, on met du contenu intellectuel, ouais, je suis pas content, c'est pas assez drôle. Mais en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment, les vrais intellectuels, ils s'en vont chercher l'information à la source. Donc, ne va pas demander aux médias qui sont là finalement pour te divertir, et c'est la vérité, de venir te sortir l'intitulé d'une page Wikipédia ou le livre de Cheikh Anta Diop ou je sais pas quoi, en fait. Parce que ce n'est pas leur rôle. Ils sont là pour donner du contenu divers et varié, mais en même temps, ils vont s'adapter à ce que tu veux et ce que tu aimes. Et la vérité, c'est que quand on va regarder les statistiques d'un média, eh ben, le contenu polémique, le contenu buzz, le contenu entertainment, il va toujours être plus regardé que le reste. Donc, à toi de voir. Après, aujourd'hui, avec la 4 ou 5G, on a la bibliothèque mondiale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, tu dois te fixer des objectifs. Je parle souvent dans une journée de 24 heures, se dire, je dois peut-être lire 15 pages d'un livre qui va me pousser à apprendre des choses ou à m'ouvrir des perspectives sur l'avenir. Aujourd'hui, si tu te fixes pas des objectifs, tu seras toujours là à te plaindre. Oui, mais ils proposent pas. Mais qu'est-ce que toi, tu proposes? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui te diront, oui, et Magosa, il propose pas vraiment mais le divertissement, je le fais en off. C'est pour moi, c'est perso. Mais la réalité, c'est que j'ai envie d'impacter sur des thématiques qui vont pousser à la réflexion. Je peux partir de tout et n'importe quoi et te ramener là où moi j'ai envie de ramener. J'ai fait un débat sur du football, on est arrivé sur de la politique. C'est pour dire en fait que toutes nos actions de la vie courante est liée à des actes économiques, politiques et sociaux. Mais on doit maintenant se dire qu'est-ce que je dois faire, s'autodiscipliner, aller chercher de l'information. Il y a un professeur que je suis qui s'appelle Lasconi qui disait s'instruire nécessite un effort financier. Au départ, je comprenais pas en fait. C'est pour dire en fait que si tu veux devenir meilleur, tu dois investir dans la connaissance, dans les voyages, dans tout ce qui va t'apporter des connaissances nouvelles. Aujourd'hui, on doit le faire et on doit se dire si j'investis pas en moi, je continuerai à me plaindre parce que c'est pas aux autres de faire pour toi alors que toi-même tu ne fais rien. Donc, faut vraiment sortir de la procrastination. Après, moi, je pense que c'est pas une fatalité, tu vois, ce problème-là. On peut tout à fait changer de mindset, changer d'état d'esprit à ce niveau-là et se dire, OK, je vais aller dans une démarche de pouvoir davantage me cultiver. Tu vois, je pense que ce qui nous fait rester uniquement dans le divertissement ou en tout cas majoritairement dans le divertissement, c'est que le divertissement pour nous c'est un échappatoire. Et tu vois, si on veut regarder de manière générale la condition sociale du noir à l'international même, donc je parle même pas du contexte francophone, souvent on est des personnes qui avons eu des conditions sociales pas très faciles, que ce soit pour les personnes qui vivent en Afrique ou bien que ce soit pour les immigrés, la diaspora, etc. Et donc moi j'ai l'impression que le divertissement c'est vraiment un échappatoire à une condition de vie qui est peut-être difficile. Sauf que il faut avoir la présence d'esprit et moi en tout cas c'est ce que je fais sur mes réseaux sociaux, de dire aux gens que on peut s'amuser, il n'y a pas de souci. Moi-même je suis la première à aller m'amuser s'il faut, mais s'il vous plaît, cultivez votre état d'esprit parce que un homme averti
c'est toujours mieux que quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui n'a pas les connaissances de se défendre. Et tu vois, juste avant que tu interviennes, il y a une citation qui dit que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et je pense que ça dit tout, en fait. C'est vrai. Après, je dirais simplement que là, c'est vraiment la partie casquette un peu historique. En fait, dans l'histoire, on nous a souvent cantonné sur... on a essayé de stimuler notre partie émotive du cerveau. C'est pour ça que je dis aussi, on a souvent ce trauma qui est lié à notre histoire personnelle. Après, ensuite, il y a eu l'ingénierie sociale qui a mis en place des actions précises. Aujourd'hui, on a souvent tendance à cantonner, à valoriser le noir dans la partie divertissement. Ça aussi, c'est fait exprès pour pouvoir nous orienter vers ces contenus-là. Bon, aujourd'hui, moi, je pars du principe que moi, sur ma page, je peux mettre en story du divertissement, mais en général, je propose que des contenus qui vont te pousser à réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs qui me suivent, qui me disent des livres, des liens que tu proposes, c'est des liens qu'on n'a pas pu avoir. Je leur dis toujours aujourd'hui, quand on veut, on peut. Aujourd'hui, moi, je passe du temps à regarder des vidéos sur YouTube de 2 heures. Ils me disent comment tu fais, je dis c'est par séquence. 20 minutes, quand je termine, je note sur un bloc-notes, je me suis arrêté à la 20e, je reprends. C'est parce qu'en fait, on doit essayer, je sais quand ta job disait faut s'armer de connaissances jusqu'aux dents. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pars du principe que à formation égale, la vérité va triompher. Pourquoi? Parce qu'ils nous mettront toujours le dit. Moi, je pars du principe que je regarde, ceux qui pensent que je m'amuse pas, je m'amuse. Et je me dis à quel moment je dis stop, à quel moment je me concentre sur la partie créative de mon cerveau. C'est difficile de se dire, oui, je vais regarder une série qui va me pousser à réfléchir, ou regarder une vidéo sur YouTube de danse ou de divertissement. Mais c'est un arbitrage qu'on doit faire. C'est pour ça que je parle souvent de la théorie économique de l'arbitrage travail-loisir. Si tu arrives à t'autodiscipliner, à te dire en 24 heures, je m'octroie 2 heures de loisir et le reste, je fais travailler mon cerveau, tu seras pas efficace mais efficient. On doit être exigeant avec nous-mêmes pour pouvoir atteindre l'excellence. En tout cas, il y a des solutions, des pistes d'amélioration pour sortir de la partie émotionnelle du cerveau et booster, muscler, comme l'a dit le frère, la partie de la pensée. Ouais, tout à fait. Par rapport à ça, justement, la discipline, c'est le fait de faire, par exemple, des choses qu'on n'aime pas, mais le faire quand même. Et souvent, en fait, c'est que, comme il disait, la société, par exemple, en France, elle a cantonné les Noirs dans le divertissement. C'est-à-dire, c'est triste, mais parfois, quand on était au lycée, quand on disait on allait faire du sport, la plupart des Noirs, ils étaient confiants. On va danser, ils étaient confiants. Mais par exemple, on va dire, on va aller au musée, on va faire ceci. Là, mentalement, déjà, ils commençaient à être moins à l'aise. Et un truc que j'avais vu en cours dans un stage, c'était le stéréotype ancré. En fait, quand on disait à des étudiants noirs américains, les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, et ben on voyait que leurs résultats chutaient de 30%, juste en disant une phrase. Donc ça montre en fait que historiquement, il y a des stéréotypes qui sont ancrés dans notre cerveau et ils attendent juste d'être déclenchés par les médias, par les paroles de certaines personnes. Donc, faut en prendre conscience et se dire, du coup, comment je peux combattre ça. Et combattre ça, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai le choix entre danser et aller au musée. Le musée, ça me dit rien du tout, mais j'y allais. Et moi, dans mes études, j'ai fait pareil. C'est-à-dire, je suis allé où on m'attendait pas. C'est-à-dire, j'ai toujours été le seul noir dans tel truc. Parce que je me disais, alors que les professeurs, ils vont dire, vas-y, fais plutôt ça, c'est trop dangereux. Mais je me dis, je vais le faire déjà pour moi parce que ça me servait pour mes objectifs. Mais si je le fais, bah, ça, je pourrais dire à mes frères et sœurs, tiens, j'ai tenté ça. Toi aussi, tu peux le faire. Te dis pas que comme il y a personne qui me ressemble, je peux pas le faire. Force-toi. Et c'est ça qui travaille la discipline et en plus qui montre l'exemple à d'autres personnes. C'est entièrement ça. En plus, notamment sur la plateforme YouTube, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a de la lecture audio. Alors qu'avant, il y en a, ils voulaient avoir, par exemple, le pouvoir du subconscient. Et ça, c'est un très bon livre. Dans ce livre, il dit, simplement, faut vous donner les moyens. Et surtout, faut envoyer des ondes positives au cerveau. Parce que si tu envoies des ondes négatives comme quoi je vais pas y arriver, ça va pas marcher. Et quand tu tapes par exemple micro-trottoir sur YouTube, tu vois, il y a que des noirs. Et ça, franchement, tu dis, il y a un problème. Et quand tu vois les questions qu'ils posent, c'est toujours des questions sur le sexe, sur ça, sur ça. Et ça, franchement, quand tu vois, c'est des membres de ta communauté, tu dis, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais pourtant, il y en a, ils proposent du bon contenu, hein. Oui, bah oui. Mais... Après, sur le micro-trottoir, bon, je connais beaucoup de youtubeurs qui le font. Mais en fait, c'est parce que ils se sont dit, en fait, pour pouvoir gagner de l'argent facilement, la communauté est friande de ce genre de contenu. Mais ce que je leur dis, en fait, c'est que si vous prenez votre contenu, vous rajoutez de la valeur ajoutée, pour prendre cette communauté-là, la retransformer sur autre chose, c'est possible. Si je prends par exemple l'exemple de Lenny Bunga, il met toujours son ukulélé, c'est parce qu'en vrai, il a pas envie de le mettre. Mais il sait que s'il fait pas ça, il y a beaucoup de frères qui vont pas regarder. C'est pour dire, en fait, faut analyser ta communauté, comprendre le fonctionnement, et ensuite, maintenant, le ramener vers là où toi, tu vas arriver avec eux, c'est la stratégie. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Quand il dit qu'il a été le seul noir, c'est pratiquement ici, on a pratiquement eu le même parcours. Où tu te démarques pour essayer de déclencher des leviers chez tes frères et sœurs. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que on peut pas être cantonné seulement au divertissement. On peut reprendre le contrôle du divertissement et ensuite le réutiliser. Parce qu'aujourd'hui, même le divertissement, c'est pas nous qui le dirigeons dans les pays où on vit. C'est les autres parce qu'ils se disent, si on contrôle cette partie-là, on va faire de l'argent sur ces noirs-là qui arrivent pas à s'organiser. Donc, on repart toujours sur l'organisation, la discipline et la rigueur. Si on arrive à mettre ça en place, c'est pour ça qu'aujourd'hui, travailler avec les plus jeunes, c'est nécessaire pour impacter leur réalité, en fait. C'est pour ça qu'on commence dans l'enfance et ensuite on modifie le comportement et on essaie de traiter nos MAUX parce qu'on a tous des MAUX qui sont pas traités par chacun. Pitchastock est une banque d'images spécialisée en contenu afro-centré pour tout besoin de communication et marketing. Si vous avez besoin de photos, de vidéos afro-centrées, n'hésitez pas et rendez-vous sur pitchastock.com. Toujours. Non mais franchement, ça a été un débat hyper intéressant et moi j'ai surtout aimé la deuxième question parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop. Donc j'ai été contente d'entendre vos points de vue, vos points de vue dessus. En tout cas, moi j'ai regardé la caméra maintenant pour conclure. Donc si vous souhaitez me retrouver personnellement, ce sont sur soit le compte Instagram de mon entreprise Kouman Art Oratoire ou bien sur mon compte personnel Koné Erin. Et en fait, je me décrit comme étant une influenceuse knowledge, c'est-à-dire une influenceuse de la connaissance parce que je pousse les gens non seulement à sortir de leur zone de confort, mais également à apprendre davantage, à investir en eux et surtout dans leurs connaissances et leurs compétences parce que pour moi, c'est comme ça que la communauté pourra s'élever. C'est par le savoir, c'est par l'intellectuel. Ah, c'est vraiment... ok. Oui, Franchement, c'était une bonne expérience. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on avait posé les problèmes et en même temps, on a trouvé les solutions. Et comme on dit, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Faut y aller. C'est simple. Faut y croire en soi. Faut s'envoyer que du positif et comme ça, on va avancer. Et pour les personnes qui sont intéressées de culture afro, que ça soit de la mode, l'art, la musique, n'hésitez pas à vous abonner aux médias Sgaz, qui est disponible sur Instagram, YouTube, TikTok et Facebook. Ça s'écrit SGAS-8 médias. Moi, je dirais que j'ai beaucoup aimé ce moment-là et que ça symbolisait une citation qui est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Parce que là, on avait la chance d'avoir des points de vue différents, des expériences différentes. Et finalement, on a pu analyser le problème sous différents points de vue. Et moi, pour conclure, je dirais que si vous voulez en savoir plus sur la productivité et le cerveau, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Pierre FDA, Amougou, AMOUGOU. Très bien. En tout cas, j'ai apprécié l'échange. On a eu donc la dame de la parole en face de nous. On a eu le frère qui a donné son avis. En fait, j'ai apprécié parce que il y a des échanges dans le respect, dans la bienveillance. On peut pas être d'accord. Comme je le dis souvent, personne n'a raison, personne n'a tort. On expose nos réalités. Mais quand on expose différentes réalités, on arrive à se dire, ok, elle pense comme ça parce que je vais essayer de comprendre le pourquoi. Et si on est dans la tolérance et se dire, non, faut pas venir se braquer, oui, ce qu'il dit est faux. Non, c'est ça, réalité. Mais après, au niveau des deux sujets, c'était fort intéressant. Le Black Support Business, c'est une thématique qui, pour moi, est essentielle pour pouvoir avoir le respect dans les pays dans lesquels on vit. Parce que quand tu as la force économique, il y a un célèbre rappeur qui disait que la puissance ne respecte que la puissance. Aujourd'hui, si j'ai des millions, je peux marcher sur les autres. C'est pas la chose que je ferai. Mais c'est pour dire, en fait, ils savent qu'on peut devenir très fort économiquement, mais ils chercheront toujours à utiliser Lynch, diviser pour mieux régner. Ensuite, ils contrôleront nos économies. Et sur la partie du divertissement, c'était intéressant vraiment aujourd'hui de connaître. Moi, j'ai fait une formation sur l'attitude comportement et le formateur d'entrée, il avait essayé de diviser le cerveau en deux. Et il nous disait clairement quelle est la partie de votre cerveau que vous utilisez le plus. Et pour le faire, il mettait des exercices en place en fonction des réponses. On savait si tu étais plus dans la partie pensée ou émotion. C'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même. Connaître ses faiblesses, comme l'a dit le frère, et ensuite essayer de travailler dessus. Aujourd'hui, j'essaie vraiment d'impacter les plus jeunes parce que s'ils ont des modèles, aujourd'hui on est tous des modèles, hein. T'es un modèle dans l'art oratoire. Mais moi je deviens pas à l'ancien, mais des fois je regarde tes vidéos pour prendre un peu de la matière. C'est pour dire en fait, on peut se servir de chacun. Mais il faudra aussi valoriser ceux qui font de la qualité.
En tout cas, merci à YouTube. Et moi, c'est, bon, on présente plus Maestro Magosa. Sur Instagram, je suis un peu de tout. Hein. Je suis vraiment celui qui pousse les afros à réfléchir à tout. Je peux partir de politique, de foot, de mode. On peut parler de tout, mais dans chaque thématique, je sais où je vous emmène, en fait. Et aujourd'hui, on a de l'interaction parce que j'ai vraiment envie d'impacter dans l'intellect. Je sais qu'on dit souvent que les Noirs n'aiment pas l'intellect. On aime ça, mais c'est peut-être des fois, quand tu es trop intellect, on va te caricaturer. Mais soyez fiers de votre connaissance et essayez de le mettre en avant. Et surtout, le plus important, c'est la transmission. Donc moi, c'est Maestro Magosa sur Instagram. On fait toutes les thématiques. Le but, c'est d'impacter au maximum et surtout devenir la référence dans son domaine.